Bonsoir, bienvenue à la Cité de l'Architecture pour cette soirée sur la ville au prisme du genre. Je suis ravie en tant que présidente de la Cité d'ouvrir ce débat qui a été co-organisé par Fiona Meadows et Antonella Tufano, qui est professeure des universités de Paris. Fiona Meadows qui travaille à la Cité de l'Architecture et qui a ouvert ce cycle cette année avec vous. C'est une thématique dont j'aimerais jouer qu'elle soit abordée pour l'architecture ici, parce que c'est une problématique qui évidemment est présente un peu partout aujourd'hui. Je suis allée il y a peu de temps à la Biennale de Vierzon, où la première œuvre qui ouvre la Biennale, qui elle est tout entière consacrée aux femmes, eh bien c'est une œuvre sur le travail des femmes, donc sur le sujet que vous allez aborder ce soir. Et c'est un peu cette série de débats, je crois, comment finalement prendre conscience d'un certain nombre de choses qui nous semblent tout à fait usuelles et qui ne peuvent pas être mises en question. Comment tout d'un coup, avec le recul que vous allez nous apporter, voir des questions qui vont apparaître. Donc merci pour cette organisation et bonne soirée. Merci à vous. Alors effectivement, merci beaucoup à Madame Chevillot de nous accueillir ce soir. C'est un honneur et puis je la remercie aussi plus en général pour le soutien que la Cité de l'Architecture a apporté à cette manifestation à laquelle nous tenons beaucoup et espérons pouvoir la poursuivre l'année prochaine. Vous l'aurez remarqué, je suis seule. Fiona Meadows n'est pas là, elle s'excuse. Malheureusement, elle ne peut pas se joindre à nous car elle doit rester en lieu sûr car elle est dans l'attente d'un procès. Car elle a été agressée avec d'autres femmes sur la voie publique. Et du coup, voilà, elle ne peut pas se joindre à nous, elle le regrette, elle nous regarde, elle est avec nous. Et je tiens à la remercier. Et puis voilà, elle s'excuse de son absence. En effet, ce qui lui est arrivé nous rappelle encore une fois, peut-être ce pourquoi nous sommes là aussi, c'est se rendre compte que l'espace de la ville, l'espace de la cité, n'est pas peut-être un lieu de sûreté pour tout le monde. On l'a déjà abordé dans les autres séances, mais encore une fois, c'est quelque chose qui met en évidence des inégalités. Et voilà. Et donc, on pense à elle. Donc, dans les séances précédentes, on va ce soir questionner effectivement les genres de l'oikos. Et j'en dirai un mot plus tard. On arrive à cette question après avoir abordé lors de la dernière séance le chez-soi, avec toute sa complexité et ses contradictions. Comment la protection pouvait être aussi le lieu de relégation. Et donc, un peu en suivant cette réflexion, on était revenu à quelque chose qui avait été déjà dit lors des séances précédentes, c'est-à-dire pour avoir un plein accomplissement quelque part d'une forme d'égalité, de parité, il faut s'établir avec une forme de légitimité, y compris dans le monde du travail et dans le travail. Donc, au lieu de questionner la question simplement du travail, et c'est ce qu'on va faire par des cas vraiment assez pratiques, on pensait questionner cette notion de oikos et on va le faire avec trois intervenants auquel peut-être je propose de se présenter en un mot, peut-être dans l'ordre de prise de parole. Marco Dellomo d'Arme, qui est maître de conférence à Paris 1, responsable du Master GAC,
éditeur de Poly et en plus... Voilà, et mes recherches en fait sont orientées essentiellement sur des questions en fait des ontologies alternatives, en tout cas des rapports au monde alternatif, et tournent autour particulièrement aussi aux questions liées à la production et à la diffusion des savoirs. Voilà. Merci. Ensuite, Anne-Lise Rias. Donc, bonsoir à toutes et à tous, je suis Anne-Lise Rias, je suis designer, docteur en sciences de l'innovation et de la conception, et ce soir je vais plutôt parler d'un projet que je mène de manière indépendante qui s'appelle le futur du travail des femmes, et donc qui croise l'anthropocène et la question justement des femmes au travail et du travail des femmes. Et ensuite, Rebecca Amselem. Bonsoir, je suis Rebecca, je suis docteur en économie. Et je suis la fondatrice d'une newsletter féministe qui s'appelle Les Glorieuses. Oui, peut-être on parlera tout à l'heure aussi des différents médias qui composent Les Glorieuses. Voilà, ça va être très bien. Voilà. Alors, peut-être quelques mots pour contextualiser pourquoi donc oikos. Donc, le terme nous a questionné. Car dans la lecture qu'on en fait, effectivement, éco, on l'associe à des termes plutôt généralistes. Or, quand on va creuser sur l'origine de oikos, c'est très intéressant parce que ça raconte en effet tout ce qui est dans un même lieu. Et de ce fait, c'était une forme non seulement de habitation, comme on l'imagine pour oikos, quand on dit oikos, la maison, mais c'était plutôt aussi le lieu dans lequel on est capable de tisser des liens et avoir des formes de production. C'était le sens qu'on y donnait dans la Grèce ancienne, et c'est la raison pour laquelle le terme économie a été utilisé justement dans ce sens de savoir de la gestion qui n'est pas à proprement parler rentable, mais c'est celle de tout un établissement où il y a des personnes, une production et on va dire tout ce qui est autour des habitants de ce lieu. Le terme donc a été réduit à une économie qui se transforme en une forme, comment dire, de travail immédiatement. Et c'est ça qui est intéressant de questionner. Finalement, pourquoi s'est perdu quelque part cette amplitude qui pourrait permettre d'observer et de pratiquer le travail comme quelque chose qui est aussi une forme d'émancipation et pas simplement quelque chose qui s'inscrit dans un système. Et c'est donc plutôt dans ce sens-là qu'il est intéressant d'entendre des expériences, parce qu'effectivement, sur les théories, il y a des choses extrêmement savantes, mais peut-être il y a quelque chose à pointer dans des expériences où c'est plutôt une pratique bottom-up qui porte cette question du travail. C'est comment, quelque part, sortir de certaines questions qu'on se pose. En effet, on peut entendre le travail, souvent on l'a fait dans un discours qui se voulait protecteur des genres et tout particulièrement des femmes. On a parlé de l'autonomie et l'autonomisation par le travail. Effectivement, c'est quelque chose de fondamental, mais j'utilise une expression très parlée, foncer dans l'autonomisation par le travail, ça veut dire rentrer dans un cycle de production qui est déjà préétabli. Et donc, quelque part, le travail, y compris celui des femmes, devient presque un élément supplémentaire dans un capitalocène qui met à l'écart cette possibilité de penser l'économie par des choses plus larges et plus profondes, qui sont donc le lien avec l'écologie au sens extrêmement large et avec les écoféminismes. Et c'est donc plutôt cette manière-là qui est intéressante d'entendre par les différentes expériences et peut-être aussi, si les intervenants veulent en parler, comment on peut
non pas l'opposer, mais plutôt chercher une coopération avec des procédures ou des démarches gender mainstreaming qui, elles, sont plutôt une volonté, par exemple, notamment de la communauté européenne, d'inscrire d'une manière formelle des actions qui peuvent promouvoir l'égalité, notamment l'égalité salariale, pour en dire une, mais il y en a d'autres, donne le travail et toutes les formes d'accès au travail. C'est une posture top-down qu'on peut critiquer, mais je pense que c'est plus intéressant, et peut-être ça serait bien d'avoir aussi votre avis par rapport à ça, plutôt à réfléchir comment ces deux choses arrivent, ces deux tendances, ces deux manières de penser le travail peuvent finalement se retrouver pour essayer de proposer quelque chose qui correspond à cette vision de l'économie un tout petit peu plus large, donc les genres de l'oikos dans leurs différences, plutôt que simplement quelque chose de productiviste. Je pense m'arrêter là. Comme c'est simplement pour lancer cette conversation sur quelque part, qu'est-ce que c'est le travail, quelle est sa signification et quelle est la place du travail dans justement un contexte qui se veut celui de l'oikos. Merci beaucoup, Antonella, pour cette présentation. Le défi, merci pour le défi. En tout cas, le sujet posé est évidemment une sorte de défi. Eh bien, je me rattache à un moment où tu as expliqué comment l'espace en fait de la cité en fait n'est accessible que de manière différentielle. Et c'est là où je commencerai par là en fait, c'est-à-dire il faut prendre en compte effectivement de cette dimension différentielle, y compris dans le travail. Et je pense que la première question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui compte comme un travail? Ça, c'est des questions que le féminisme a posées très très vite sur pourquoi, par exemple, il y a un oubli du travail des femmes dans toute la théorie, de Marx à propos du capital. Pourquoi soudain, il y a certaines choses qui comptent comme un travail et d'autres choses qui ne comptent pas comme un travail. Et ceci, même dans la partie la plus, j'ai envie de dire, théorique et politique de la théorie. Il s'agit de produire, par exemple, de la main-d'œuvre. Je veux dire, la famille, dans l'esprit marxiste, est un lieu, un site de production de chair humaine, je veux dire, de gens qui vont au travail et qu'on mettra au travail. Pour autant, ce site de production n'est pas conçu comme un site de production. Et le travail qui va avec la production, et quand on dit production de ressources humaines, c'est le corps des femmes qui est mis à disposition de systèmes de production, c'est pas le corps des hommes, et qui est mis pendant des périodes très très longues à la disposition de systèmes. Et ben c'est un espace qui est sous-pensé et sous-théorisé, et c'était une des premières critiques en fait que soulèvera l'analyse féministe qui dira effectivement pourquoi certaines dimensions de l'activité humaine comptent comme un travail et d'autres dimensions de l'activité humaine ne comptent pas comme un travail. Donc, je pense que là, on commence à interroger la question du travail, parce que, et on a vu, en fait, cette question et la descendance, les descendances les plus récentes portent, par exemple, sur la question du care, sur comment, effectivement, un certain type de, on va dire, de prestation, en tout cas un certain type d'activité, en fait, a tardé pour être considéré comme une activité de travail. Et du coup, on a envie de revenir et de dire à quoi sert le travail? Et est-ce que le travail, il a toujours pour fonction de produire quelque chose? Et je crois que là aussi, si on veut se rattacher un peu à cette dimension critique, on voit bien qu'une des manières par lesquelles on a réfléchi le travail, c'est au-delà de la production et au-delà de la sphère productive. On a commencé à se dire, mais en fait, cela dépend beaucoup de la manière dont nous commençons à appréhender ce que nous appelons travail. Si par travail nous entendons effectivement juste l'activité humaine qui a pour but de produire quelque chose, en fait, il semblerait qu'on soit dans une dimension un peu restrictive. En revanche, il est possible d'envisager effectivement le travail comme ce par quoi on advient. Et là, du coup, c'est vrai que c'est
Alors, c'est un peu compliqué. Pourquoi? Parce qu'on risque de faire disparaître, d'utiliser le travail comme une notion qui serait capable que d'absorber ce qu'on utilise généralement comme mot comme la praxis, c'est-à-dire l'activité humaine. Mais l'avantage, c'est de se dire, mais en fait, le travail, c'est ce que nous faisons pour advenir ce que nous sommes. Et qu'il soit rémunéré ou pas, au fond, peu importe. Quel est l'avantage de cette option? L'avantage de cette option, c'est que peut-être de reconnaître le travail là où le système dans lequel nous sommes pris, et parfois notre corps défendant, n'y va pas du travail. L'intérêt, c'est de pouvoir reconnaître dans une série d'activités comme les apprentissages, une manière d'advenir qui relève du travail qu'on fait, qui est un travail de transformation de soi et de son environnement. Et là, on commence à rentrer, à mon sens, dans une dimension critique de la notion du travail qui nous permet de dire, en fait, si effectivement le travail, c'est ce à travers quoi on advient, alors il va falloir vraiment aussi prendre en compte, et c'est là le rapport différentiel qu'on peut avoir effectivement à ces activités. Et on le voit, tout le monde n'est pas accès aux mêmes activités, tout le monde n'est pas de la même manière, et cela nous donne notre type de rapport au monde. Et j'ai envie de dire, là, on a le voyant écoféministe qui s'allume et qui contredit un peu ce que je dis et et je me contredis en quelque sorte, je me fais mon propre contradicteur et qui me dit, ouais, mais bon, quand même, il y a une grande différence et on le voit dès le départ. D'un côté, il y a des corps et des ressources, en tout cas des corps qui sont considérés comme des ressources et des matériaux qui sont considérés comme des ressources. Et de l'autre côté, il y en a qui ne sont pas considérés comme des ressources. Et donc cette disparité-là, peut-être que justement, même si on peut ouvrir une conception du travail qui soit un peu pas hérisante, plutôt impuissante, enfin dans le sens que produire de l'impuissancement, en fait, d'un autre côté, on se dit, et c'est tout le fond de la critique écoféministe, c'est dire, ouais, sauf que, justement, dans le système, je cite le capitalocène, dans lequel nous sommes pris, il y a quelque chose qui fait un partage entre celles et ceux qui constituent une véritable ressource. Et là où se structure cet axe, c'est que la critique féministe souligne, attention, il y a un lien entre le corps des femmes et les ressources naturelles parce qu'elles sont considérées comme constamment disponibles dans ce système constamment disponible, et c'est là-dessus qu'est fondée effectivement une grosse partie du système d'exploitation. C'est-à-dire, les ressources sont là, on n'a qu'à les prendre, et comme ressource, le corps des femmes, il est là, on n'a qu'à le prendre. Alors, du coup, ça repose la question du travail, parce que ça redéfinit la place de chacun. Et du coup, il est difficilement envisageable de revenir à une position émancipatrice du travail quand on n'occupe pas effectivement la même place. C'est-à-dire quand on n'occupe pas une place, je veux dire émancipée, mais je pourrais même dire quand on n'est pas effectivement dans la position de choisir de ne pas être une ressource pour le travail des autres. Cette question de la ressource, je dirais qu'elle est centrale parce que aujourd'hui, le système économique repose sur une captation constante du travail. Et évidemment, la distribution de travail de cette captation n'est pas, disons qu'elle s'organise sur un axe genre. C'est un exemple que je fais souvent en fait à mes étudiants, qui est captation du travail. Aujourd'hui, nous toutes et tous, on a l'habitude de trier les déchets. Et dans ce tri des déchets, en fait, c'est du travail. On fait, au lieu de prendre dans un sac et de donner à un centre de tri, nous le trions. Et l'acte de triage, en fait, est un moment de valorisation des matériaux. Et on transforme un matériau perdu en une ressource. Quand on lit les statistiques de qui s'occupe de la poubelle dans les maisons, on voit que, enfin dans les foyers, on voit très bien que la distribution de la charge n'est pas en fait également distribuée parmi tous les membres de la famille. C'est essentiellement les femmes qui s'occupent effectivement du travail de valorisation des déchets. Captation.
c'est l'exemple typique, effectivement, d'une captation. L'autre axe en fait, sur lequel tu ouvres, en fait, c'est, à mon avis, et à partir duquel on pourrait commencer à penser l'oikos, c'est non seulement en fait, en plus de qu'est-ce qui compte comme travail, mais du coup, quelle est la place qu'occupe le travail? C'est-à-dire que comment penser le travail et comment le penser par rapport à la place qu'il occupe dans la vie des individus, et est-ce qu'il y aurait là une autre, je dirais, deux voies en fait parallèles qui se structurent autour encore une fois d'une articulation de genre, qui serait celle de dire en fait le travail n'occupe pas la même place en fonction effectivement de son assignation de genre, de la position de genre dans l'espace social. Et là c'est une autre question qui s'ouvre en fait, parce que il est très difficile de questionner le sens du travail dans la vie des gens. Aujourd'hui, quand on voit les statistiques et tout le travail qui est fait en fait en sociologie ou en économie, en économétrie, sur essayer d'évaluer effectivement les attentes du monde du travail, le sens du travail, on comprend quel est le sens que le travail a pour les gens. C'est-à-dire quelles sont les attentes en termes effectivement d'affirmation, d'autonomie, tout ça. Mais il est difficile de mesurer ce que le travail représente en fait dans la vie des gens. Et la dimension, comme tu dis, d'autonomie, en fait, la source d'autonomie que peut être à la base de l'investissement dans le travail. Et voilà, donc du coup, je ne fais qu'ouvrir des pistes, en fait, pour lesquelles je n'ai pas de réponse. La crainte que j'ai, moi, souvent, quand on aborde des questions de ce... surtout quand on aborde des questions par des prismes un peu génériques, comme par exemple l'entrée par la capitale saine, c'est que ce sont des concepts super intéressants et qu'on a mobilisés, et on nous mobilise souvent, mais de manière critique. C'est-à-dire que souvent, quand on est aux prises avec l'économie, quand on est aux prises avec le travail, ou avec, par exemple, la critique éco-féministe ou éco en général, en fait, c'est qu'on mobilise des concepts qui sont aplatissants. Capitalocène, déjà on est sorti heureusement de l'anthropocène, c'est-à-dire que cette époque où effectivement les humains auraient commencé à transformer, auraient un impact sur les transformations, on va dire, éco-météorologique, ou en tout cas géologique de la planète. C'est ça un peu le niveau d'attente, c'est un peu celui-là, enfin, qui est un concept très vieux, hein, enfin, c'est un concept qui émerge à la fin du XVIIIe siècle avec un géologue italien, Stoppani, en fait, qui à l'époque, en fait, il envisage plutôt de nommer cette époque comme cette anthropocène, comme le mot qu'il utilise, c'est évidemment, ça va me revenir, évidemment. Bref, ça me revient, juste pour pas que j'y pense, ça va revenir. En fait, on est vraiment à la fin, on est autour de 1780. Mais en fait, on obtient cet effet de nivellement, c'est-à-dire que soudain, on raplatit tout sur l'espèce, sans distinguer au niveau de l'espèce qui a eu un impact important au niveau de la planète et qui ne l'a pas eu. C'est-à-dire qu'on fait comme si l'espèce humaine, par nature, elle avait cette capacité de transformer tellement son environnement et d'avoir comme effet celui de transformer totalement le cycle de vie de la planète. Or, on sait pertinemment que ce n'est pas ça dont il est question. Il est question d'un certain mode d'exploitation de ressources qui a provoqué ce changement. Et là, quand on introduit Capitalocène, on se retrouve encore une fois avec un autre concept qui est aplatissant. C'est pas une critique, c'est pas une critique pour toi, hein. C'est pour tirer des fils, voilà. Mais en fait, et on se dit, mais encore une fois, on est aux prises avec un concept qui, parce qu'il désigne cette fois un régime économique, on avait Plantationocène, Capitalocène, parce qu'il désigne un régime économique, il raplatit tout sur le régime politique, sur le régime économique et politique, oubliant que dans ce régime, tout le monde n'a pas le même statut. Justement, tout le monde n'a pas bénéficié de la même manière du capitalisme
et pendant la Capitale-Scène, tout le monde ne s'est pas porté si merveilleusement qu'on pourrait le faire croire aujourd'hui en disant mais en fait, les résultats de la crise écologique dans laquelle nous nous trouvons, c'est la faute effectivement des pays du Nord qui, au de l'industrialisation, tout ça. Soit tout le monde ne s'est pas servi de la même manière des ressources et des richesses produites. Donc, à chaque fois, j'essaie de reporter juste la question du différentiel qu'il y a dans la question du travail, dans la question effectivement du sens en fait du travail, dans la question de la subjectivation, c'est-à-dire que quand on émerge à travers le travail, si on accepte l'idée d'émerger à travers le travail, du coup il faut encore rendre compte du fait que en fait parce que justement le travail n'occupe pas la même place, du coup on n'émerge pas en tant que sujet de la même manière quand le travail est un lieu d'enrichissement, d'épanouissement ou de réussite, et quand le travail est juste un espace de survie, en fait. Donc, cette question-là doit être posée. Voilà, je pense que j'ai rempli mes 22. Alors, peut-être, et après on va enchaîner, mais je pense que ça serait intéressant, pour le coup, de poursuivre encore un tout petit peu sur comment, parce qu'en effet, je ne l'ai pas dit, mais... Ce qui est intéressant dans les parcours, c'est aussi voir de quelle manière ça nous forme et ça nous permet d'être des personnes qui transmettent. Donc, je pense que il le dit pas, Marc, mais c'est un vrai militant qui a un vrai passé militant extrêmement d'activiste, voilà. Absolument. Et aujourd'hui, il est quand même dans une institution, voilà, très ancienne. Donc, et c'est intéressant aussi que ces thèmes portés de cette manière-là viennent infuser pour un avenir différent, peut-être. Oui, moi je me considère une erreur de casting, en fait, là où je suis, en quelque sorte. Oui, mon parcours est toujours... Enfin, mon histoire est une histoire de la militance. Enfin, moi j'étais militant ACT UP. Maintenant, je sais que pour les gens d'aujourd'hui, la référence ACT UP, c'est le film 100 battements par minute. Mais pour ceux qui ont plus de 20 ans, c'était un engagement, en fait, et plutôt effectivement l'activité d'une association qui luttait pour la survie des siens. Et qui m'a amené aussi à côtoyer d'autres luttes qui étaient surtout à une époque, ça peut paraître distant aujourd'hui, éloigné, mais qui était tout cet environnement de lutte, par exemple, des gens qui se rendaient systématiquement au G8, Gênes, Évian, Göteborg et tout ça. Pourquoi ? Mais parce qu'en fait, les enjeux étaient des enjeux déjà à l'époque qui étaient des enjeux stratégiques en termes politiques, liens avec les pays du Sud, liens avec la question de genre. ACT UP était la première association à avoir posé la question de l'accès au traitement des femmes, mais pas juste l'accès au traitement. Il y a quelque chose d'incroyable qui m'a envoyé à mon travail en épistémologie, je dirais mon travail de recherche, un travail en philosophie et particulièrement en épistémologie, qui est la branche de la philosophie qui s'occupe de la production des savoirs et de la validation. ACT UP a souligné à un certain moment, en fait, juste l'anecdote, mais qui dit quelque chose du rapport de la structuration en termes de rapport de genre. À un moment, on s'aperçoit que certains effets secondaires de médicaments ne sont pas juste répertoriés, c'est-à-dire ils sont absents des enquêtes, en fait, et quand les médicaments pharmaceutiques ils sont produits, ils sont testés en vrai, par des cohortes des gens qui prennent ces traitements et et on mesure les effets secondaires et les interactions médicamenteuses entre plusieurs médicaments. On ne documente pas certains effets secondaires sur des femmes, aménorrhée, donc absence de cycle, infarctus pour certaines femmes, pour certains médicaments. Donc, les collègues d'ACT UP vont plus loin et ils demandent à voir les protocoles d'enquête, en fait, les protocoles de recherche. On s'aperçoit qu'il n'y a pas de femmes dans ces groupes qui testent les médicaments. Donc, on interroge les laboratoires pharmaceutiques et la réponse est simple. Ils nous disent, oui, il n'y a pas de femmes. Bon, d'abord parce que, évidemment, que le corps des hommes et des femmes, c'est la même chose. Et après, on ne peut pas prendre de femmes parce qu'elles pourraient tomber enceintes. Donc, évidemment, il nous a fallu un moment pour digérer la réponse.
Oui, et ils avaient leurs règles, effectivement. Ils avaient leurs règles, et donc du coup, ça faussait tous les résultats. Et voilà, tout ça. Et donc, en fait, la question, c'était finalement, tout ça, bon, donc, ils reconnaissaient au fond qu'il y avait une différence, on va dire, au moins hormonale, on va laisser tomber les physiologiques, enfin, voilà, tout ça. Mais, et il a fallu combattre pour que les femmes puissent être intégrées dans des cohortes de tests de médicaments. Donc, évidemment, enfin, je dirais, cela fait, oui, après structure le rapport au savoir, rapport à la science. Et aujourd'hui, en fait, tout cela devient, évidemment, ce sont des axes de recherche, mais pas uniquement. Ce à quoi faisait référence Antonella, c'est que ces dernières années, on a développé en fait un master qui est un master qui gestion des arts et de la culture, mais en réalité, en fait, où on appréhende effectivement la question de l'art, la question de la culture, par le prisme effectivement des rapports de genre, par le prisme des rapports sociaux de race, en fait, par le prisme de toutes les questions qui, effectivement, gênent et sont toujours évacuées, mises de côté, parce que, justement, c'est l'impensé, et on aimerait bien qu'ils restent dans le côté des impensés. Donc, voilà. Et ce sont des étudiants qui... Voilà, j'ai une grande admiration pour mes étudiants, il faut que je reconnaisse, mais parce qu'ils sont hyper investis dans le travail et tout ça, et qui... là aussi, mène un travail de recherche autour du travail, donc ça tombe vraiment à pic, parce qu'on a passé ce semestre, effectivement, à étudier toute la dimension. Tout le côté, à la fois, le sens vraiment du travail, c'était notre objet, et en même temps, en se posant la question, mais il faut peut-être revenir à la base, c'est le début, mais qu'est-ce qui compte comme un travail, et qu'est-ce qu'on voudrait que compte comme un travail? Merci. Parfait, merci beaucoup. Donc, comme d'habitude, on enchaîne avec la deuxième intervention. Je ferai quand même juste une remarque, c'est le droit que je m'accorde. C'est très intéressant d'avoir rappelé quand même la question de la production et le fait que la femme est souvent renvoyée au travail de reproduction, qui n'est pas quelque part valorisé comme un travail lui-même, et surtout qui est totalement invisibilisé et pour lequel il n'y a pas de représentation. Donc en effet, tant que le travail ne sera pas représenté, mais peut-être Anne-Lise va en parler. Tant que le travail n'est pas représenté, on ne peut pas se rendre compte de toutes ces strates qui composent le travail. Alors le travail des femmes, après, c'est peut-être plus celui de femmes que le travail des gendres, mais on y reviendra après. Et peut-être là, je laisse la parole à Anne-Lise. Merci, et merci Marco pour ce développement aussi. Je pense qu'on se retrouve sur plein de points, et puis on a aussi des manières d'entrer dans ce sujet différentes. Peut-être un mot justement sur le futur du travail des femmes. Ce projet, il est vraiment mené d'une manière, c'est pas une commande, il n'y a pas de commanditaire, il est sans visée commerciale. Et il est hors académie, hors université, il est mené de manière vraiment libre et indépendante. Et en fait, ça compte justement pour explorer cette question-là. Disons que la forme vient avec le fond aussi. Donc le projet en fait se construit, il est en cours depuis 2019, donc il dure très longtemps et c'est pas grave, et il évolue en fait relativement au fil des rencontres, au fil des personnes avec qui on a collaboré dans ce cadre-là. Et sur le fond, en fait, et un peu le démarrage de ce sujet-là, c'était justement que l'Anthropocène, j'y reviendrai, qui fait irruption en fait, et on en prend conscience en fait simplement maintenant. C'est une bonne occasion de se reposer la question de qu'est-ce qu'on produit, pourquoi on produit, comment on produit, pourquoi on produit comme ça et pas d'une autre manière. Alors sur Anthropocène, je suis d'accord, finalement, il faudrait que ce terme vienne avec d'autres, c'est-à-dire que Antonella là, a mentionné Capitalocène, on pourrait, d'autres proposent Masculinocène, pour bien marquer justement cette différence entre les hommes n'y ont pas contribué de la même manière que les femmes et l'impact est différencié aussi. Donc peut-être qu'il faut utiliser un triptyque de termes, mais bref...
En tout état de cause, c'est une bonne occasion de se reposer la question de ce que c'est que le travail, de pourquoi on travaille, comment on produit et pourquoi. Et à cette question-là, en fait, moi j'ai posé l'hypothèse, le postulat de base que le travail des femmes aujourd'hui, c'est un mécanisme qui entretient l'anthropocène. C'est vraiment quelque chose qui est organisé, pensé, représenté comme un des rouages en fait de l'anthropocène, ce qui fait que tant qu'on n'en sera pas sorti, tant qu'on ne représentera pas d'une autre manière le travail, et en particulier le travail des femmes notamment, en fait on ne se sortira pas de cette ère de l'anthropocène, ce qui est quand même un peu notre but, puisqu'on en a pris conscience et que justement on voit bien que ça n'est pas viable, et donc on a besoin de penser une autre ère, autre chose. Et en ce sens-là, j'emprunte aussi un terme que pousse entre autres Alexandre Monin, mais pas seulement, celui de commun négatif. En fait, moi je pose comme base que le travail des femmes serait un commun négatif. Donc un commun négatif, c'est quelque chose dont on ne peut pas se débarrasser facilement. Quelque chose qui structure et qui organise très profondément notre monde au sens société, mais au sens spatial, au sens de l'utilisation du temps, de l'économie, enfin tout est organisé selon cette structure-là. Et du coup, en gros, ce commun négatif, c'est pas quelque chose qu'on peut oublier ou laisser de côté ou choisir de ne pas voir, ça c'est pas possible. Il est là, et donc ça veut dire que c'est quelque chose dont collectivement il faut qu'on s'occupe. Il faut qu'on le gère, il faut qu'on s'en occupe collectivement. Et la proposition, ce serait d'essayer de faire une redirection écologique du travail des femmes. Donc de s'attaquer justement ou de définir au moins un protocole ou au moins des morceaux de protocole qui nous permettraient de dessiner des pistes pour se sortir de cette situation-là et essayer de construire quelque chose d'autre. Donc partir du principe que le travail des femmes est un commun négatif. On va peut-être pas trop passer de temps là-dessus parce qu'il y a beaucoup de ressources aussi disponibles et c'est très bien documenté, mais justement il y a quantité de données et d'informations qui montrent les impacts sur la santé du travail des femmes tel qu'il est organisé aujourd'hui. On voit que les inégalités salariales persistent, et ce depuis très très longtemps, donc il y a bien quelque chose de structurel qui est à l'origine de ça. Il y a tout un tas de témoignages, que ce soit personnels, individuels ou collectifs, de femmes qui disent avoir subi et du harcèlement sexuel, donc quelque chose de spécifique qu'elles vivent en tant que femmes, d'autres aussi qui dénoncent des situations qu'elles vivent qui cumulent sexisme et racisme. Enfin, vraiment, la liste est longue, en fait, pour tout nous montre que, effectivement, le travail des femmes, tel qu'il est organisé, pratiqué, pensé, représenté aujourd'hui, est quelque chose dont il faudrait se défaire pour aller vers quelque chose, voilà, de plus bénéfique. Et c'est en ce sens-là que le projet Le futur du travail des femmes est mené. En fait, on considère que actuellement, le travail des femmes, c'est devenu un peu un terrain stérile, et notamment à cause d'imaginaires dominants qui sont diffusés et répétés tout le temps. Donc en fait, on relève là, lorsque le sujet du travail des femmes et des femmes au travail est représenté, c'est souvent sous des aspects socio-économiques négatifs. Donc on parle beaucoup des inégalités salariales, on parle de la hiérarchie des genres dans les organisations, du travail gratuit, etc. C'est aussi beaucoup fait sous le prisme de la santé et de la biologie comme facteur discriminant. Donc la question des agressions sexuelles, des viols, du harcèlement au travail, de la charge mentale, du congé maternité, de la force physique, tous ces aspects-là qui renvoient finalement les femmes à des représentations qui sont tout le temps répétées. Et puis on a relevé aussi une représentation qui nous fait dire aussi qu'on est en terrain stérile, c'est que on reste ancré dans un héritage culturel et historique qui est fait de lutte et qui est tout le temps marqué par des mères courage, toutes ces figures-là qui nous montrent que en fait, il est nécessaire de se battre en permanence
Et finalement, on a peut-être encore pour l'instant un déficit d'autres représentations ou d'autres choses, d'autres pistes qui nous permettraient de réinventer un peu le travail des femmes. En ce sens-là, en fait, ce sujet-là, est-ce qu'on peut passer à la suivante ? Ce sujet, comme je le disais, en fait, je le mène au fur et à mesure des rencontres. Et en fait, en collaborant avec Marion Desclos, qui est designer aussi, elle a mené toute une analyse assez intéressante. En fait, elle a cherché ce qui étaient les objets caractéristiques du travail. Et donc elle en a choisi une dizaine et elle les a décortiqués. Donc elle est revenue sur leur histoire, l'histoire de ces objets. Donc elle a traité la cravate, l'algeco, les bouchons d'oreille, des choses très triviales quoi, du quotidien, vraiment du travail de terrain. Et donc elle les a décortiqués du point de vue historique et puis elle a essayé de projeter ça. Qu'est-ce qui changerait si on les pensait autrement ? Qu'est-ce qui changerait ? Qu'est-ce qu'il deviendrait si on les mettait dans quelque chose qui soit hors de l'Anthropocène ? Donc ça a donné une série assez intéressante. Et quand on s'est rencontrés, on a discuté plutôt de mais alors quel serait l'objet ou les objets qui seraient un peu spécifiques au travail des femmes ou des femmes au travail. Donc on en est venu à traiter de la machine à écrire. Et ça a fait écho, en plus, donc c'est l'image qu'on voit sur la droite, ça a fait écho à une exposition qui avait eu lieu en 2019 à la Gaîté Lyrique, qui s'appelait Computer Girls, et qui avait retracé justement l'histoire de l'informatique, et qui montrait qu'il y avait, contrairement à ce qu'on pense, énormément de femmes dans ce domaine professionnel avant qu'il soit par un choix politique avant qu'il soit réapproprié en majorité par les hommes et que le numérique devienne quelque chose qui serait faisable que par les garçons, les études seraient plutôt accessibles aux garçons, etc. Donc avant, en fait, ça, il y avait plein de femmes en fait qui étaient dans ces filières-là et il y a une bascule qui s'est faite. C'est cette publicité-là qui la montre. En fait, il y a des mécaniques sexistes qui ont été employées pour pousser les femmes hors de ce champ et faire rentrer les hommes. Donc ça, c'est des moments comme ça qui nous font dire que finalement, il y a des choix qui sont faits et qui ne sont pas neutres, en fait, évidemment. Et c'est rarement les femmes qui font ces choix et ils sont rarement à leur propre bénéfice. Et c'est des choses qui sont intéressantes à analyser du point de vue de l'objet. Donc l'histoire de la machine à écrire, par exemple, pour ça, elle est assez intéressante. On a collé plein de stéréotypes aux femmes secrétaires, etc., qui sont venues avec cet objet. Et en fait, certains disent même que l'avènement de la machine à écrire, parce qu'elle est venue aussi encadrer, stéréotyper la mise en page, etc., finalement, elle a participé à une structuration de la société bien plus vaste que l'objet technique en lui-même, quoi. Et donc, cette structuration de la société, elle a été faite de manière différentielle entre femmes et hommes. Et aux femmes a été attribuée une position inférieure qu'à celle des hommes. Et donc c'est en ce sens-là un objet un peu symbolique, un peu intéressant à décortiquer. C'est pas le seul, mais il était intéressant de le faire. Ensuite, il y a eu un deuxième temps assez important dans ce projet-là. C'est qu'on a essayé de voir justement quels étaient les imaginaires dominants, mais au travers d'images, donc de visuels, quelque chose de très populaire. Quand on tape dans Google « femme, travail », qu'est-ce qui ressort ? Est-ce qu'on peut passer ? Merci. Et ça a donné plein de myriades comme ça de visuels, qui sont entre guillemets en vrac justement parce qu'ils sont piochés en fait dans des moteurs de recherche. Et à travers ces visuels-là, finalement, en fait, on voyait plein d'imaginaires qui ressortaient et qu'on pouvait extraire. Donc, on retrouvait les mères courage, les héroïnes du quotidien, celles qui se battent, qui arrivent à tout, mais qui finalement ne sortent pas vraiment de leurs conditions. On retrouvait plein de stéréotypes liés aux métiers qui sont en majorité pratiqués par les femmes, ou au contraire, donc femmes de chambre, tous ces métiers-là.
ou au contraire celles qui bravent les stéréotypes et qui vont dans des métiers dits masculins, donc femmes mécaniciennes, des artisanes, etc. Et puis il y avait tout le champ aussi des héroïnes, en gros, avec le film aussi, le nom m'échappe, des femmes de la NASA, les scientifiques de la NASA. Ouais. Le nom m'échappe à l'instant, mais c'est pas grave, il est facile à retrouver. Et du coup, voilà, ces femmes qu'on réhabilite en fait a posteriori, on leur rend leur juste place. Donc voilà, il y a en fait avec des visuels très populaires, c'est-à-dire vraiment qu'on trouve hyper facilement. En fait, on a fait ces recherches en veillant à ne pas les faire avec nos propres ordinateurs, c'est-à-dire pas avec des algorithmes déjà biaisés par nos recherches précédentes. Donc on se dit qu'en fait, qui que ce soit qui tape ces mots-clés dans un moteur de recherche tombera sur ces visuels-là. Donc c'est vraiment constitutif d'un imaginaire populaire, en fait, et c'est quelque chose qui traverse toutes les cultures. Il y a des choses qui sont très américaines, d'autres plus européennes, plus françaises, d'autres encore plutôt représentatives des Suds. En tout cas, c'est quelque chose qui visiblement tisse un imaginaire qu'on partage, qui est commun, et qui est plutôt quelque chose qu'on chercherait à dépasser si on voulait inventer un autre travail des femmes. Je vois pas le temps, du coup. Un autre temps aussi, un autre moment assez intéressant du projet, on peut avancer aussi, c'est justement, on a essayé d'en faire une sorte de synthèse un peu sensible de ces figures-là ou de ces récits-là. C'est-à-dire, on a essayé de regarder finalement si il en ressortait des portraits de femmes. Alors, des portraits de femmes qui sont composés, ce ne sont pas des femmes individuellement qu'on nomme ici, mais par contre qui sont composées à partir de vraies données, de données statistiques, de données réelles, et de l'analyse de ces visuels qu'on avait pu recueillir. Et donc ça a donné une galerie de 26 portraits qui sont en fait des textes courts, dont les titres sont à chaque fois répertoriés dans la colonne de gauche. Et justement, en fait, l'idée, c'était de donner à voir ces femmes au travail et le travail des femmes, mais un peu d'une autre manière. Si j'ai le temps d'en lire un de ceux-là, donc par exemple la robotisée. Elle n'a pas véritablement de corps, sa voix est utilisée comme marqueur de sa féminité. Ils les ont nommées Siri, Alexa, Alice, Sylvia, Cortana et Bixby, ou Mimi et Vera, des U-bots dans la série Real Humans, ou encore Samantha dans le film Her, avec la voix de Scarlett Johansson, vous l'avez peut-être vu. Elle est l'assistante d'eux, au service d'eux, elle se doit d'être disponible, jour et nuit. Elle est malléable, programmable, on attend que la robotisée exécute sans discuter ni se plaindre, qu'elle obéisse et serve. Elle assure le travail domestique, familial et affectif, et même des services, avec le R entre parenthèses, sexuels. On compte sur elle pour des tâches ingrates, rappeler les rendez-vous et les courses à faire, trouver rapidement une adresse, une réponse à une question métaphysique, informer sur la circulation routière, faire une dictée. Et aussi pour des tâches sensibles, rassurer, tenir compagnie, faire la conversation, complimenter. Tout cela sans même avoir besoin de lui dire merci pour le service rendu, ni la rémunérer. Évidemment, elle n'est pas humaine. Sa voix est parfois incarnée dans un corps mécatronique stéréotypé, peau très lisse, grosse poitrine, souriante, visage maquillé, cheveux longs, sexe lisse. Sophia, activée en 2015 à Hong Kong, a par exemple été modelée à partir du corps de l'actrice Audrey Hepburn. Initialement, les inventeurs de Sophia l'ont pensée pour être la compagne idéale des personnes âgées en maison de retraite, ou pour guider les foules lors d'événements dans les parcs. Finalement, ils lui font jouer un rôle d'égérie, un objet de marketing, un exemple visant à orienter et favoriser le développement d'assistants robotisés. La robotisée n'est pas humaine, mais son travail et son statut ressemblent furieusement à ceux assignés aux femmes en chair et en os. Tout comme on dit les soignants ou les agents de vente, pour parler de ces métiers occupés à plus de 80% par des femmes, on utilise là assistants vocaux ou assistants domestiques, soi-disant féminines et en même temps effacées, pas correctement désignées. Toute ressemblance avec les humaines qui travaillent ne saurait donc être fortuite. Voilà, c'est un des
textes produits justement pour essayer de représenter les femmes au travail et le travail des femmes d'une manière un peu différente. Aujourd'hui, ce projet-là, cette recherche-action, elle en est là. On essaye, c'est peut-être la prochaine porte, et peut-être pour terminer là-dessus aussi, on essaye de commencer à tisser un lien avec la question de la technique et de la production. Justement aussi parce que la technique dans l'histoire c'est assez intéressant, elle a été appropriée notamment par les hommes et c'est un des outils justement de la captation des ressources et de l'extraction. Et donc c'est un outil pas neutre encore une fois et donc voilà, il nous manque encore ce lien là et puis j'en profite pour lancer un appel puisque c'est un projet participatif. Si vous êtes intéressés, on peut voilà, prendre le temps d'en parler, d'en discuter et si ça ouvre à collaboration, tant mieux. Merci beaucoup. Donc, effectivement, c'est intéressant, d'une part, les images, et je pense que c'est particulièrement intéressant de, d'écrire les choses, d'avoir vraiment une visibilisation qui peut passer par des récits, des images, la constitution d'un nouvel imaginaire ou d'un imaginaire critique, ça pourrait être tout à fait intéressant. Et après, les objets qui effectivement assignent les femmes à certains rôles, et c'est tout à fait intéressant de le souligner, ça serait bien aussi peut-être de questionner dans le futur les espaces du travail et le fait d'avoir effectivement imaginé que l'espace pouvait être neutre, notamment l'espace du travail, donc exactement le même pour toutes les personnes qui doivent travailler. Il y a une forme de incorporisation de l'espace du travail qui est encore plus forte que peut-être les autres espaces. Donc ça sera un thème peut-être à questionner par la suite. Et donc effectivement le troisième temps, on va l'entendre donc par l'expérience qui est celle, alors je pense que tu vas en parler et tu pourras évidemment me contredire. Comme je l'ai dit en introduction, il y a quelque chose d'important dans le politique et comment on répond sur le politique, non seulement comme effectivement les politiques, éventuellement les politiques publiques, mais comment quelque chose qui donne la voix d'une autre manière. Et c'est vrai que les médias, c'est là où je vais quelque part arriver, peuvent jouer parfois, quand ils ne sont pas justement orthonormés, mais quand c'est quelque chose qui est pensé d'une manière différente, peuvent jouer ce rôle quelque part de politique émergente ou au moins de diffusion de l'information. Et voilà, donc c'était dans ce sens-là que j'avais pensé aux Glorieuses, dans leur diversification et notamment la petite lettre économie qui est tout à fait intéressante et qui est plus récente que le reste du... Mais c'est toi là, mais tu peux parler de tout ce que tu veux. C'était juste voilà, un lien comme j'y pensais. Merci beaucoup. Merci pour ton invitation, Antonella, et merci pour vos interventions. Alors, c'est vrai que mon travail, peut-être contrairement au vôtre, il porte moins sur la recherche et plus sur du journalisme. Vu que j'ai créé un média qui s'appelle Les Glorieuses, qui est une newsletter féministe, qui a fêté ses 7 ans en septembre. Donc, ça commence à faire un petit bail. Et en fait, l'objet de cette newsletter, dès le début, c'était de à la fois contribuer au fait de rendre davantage visibles les écrits produits par les femmes et aussi en fait, de participer à la création d'un nouvel imaginaire pour arriver peut-être plus rapidement à une utopie féministe. Et en fait, mon postulat de base, qui est en fait c'est vraiment la seule constante avec le nom que j'ai aujourd'hui, c'est de dire que si jamais on veut créer cette société féministe, inclusive, post-capitaliste pour laquelle on se bat, on doit s'y projeter. Et en fait, le premier pas pour y arriver, c'est le fait de changer nos imaginaires. Et pour changer nos imaginaires, je propose non pas de créer des choses nouvelles, mais de ressortir des écrits de femmes qui... ont déjà vécu en fait dans leur tête dans cet imaginaire. Donc c'est les écrits de Virginia Woolf, c'est les écrits d'Annie Ernaux qui a récemment été nobelisée. Et en fait c'est de contribuer en tout cas à faire en sorte que ces écrits
refasse surface. Et donc on le fait avec la newsletter des Glorieuses qu'on envoie toutes les semaines. Et puis après, on a créé d'autres newsletters, donc les petites Glo qui est plutôt pour les adolescentes et eux, et qui portent plutôt sur la santé mentale. On a voulu faire en sorte de concentrer la production de ce média sur l'accompagnement des étudiants et des lycéens à la crise de la santé mentale auquel ils et elles font face aujourd'hui. Et on a une autre newsletter qui est plus récente, effectivement, qui s'appelle Économie, qui est en ce moment sur pause, mais qui va recommencer en janvier, qui va porter sur, qui porte en fait sur la réflexion sur à quoi ressemble en fait un système post-capitaliste. Et en fait, l'idée, c'était un peu de dire que on est quand même assez d'accord sur le fait que le système capitaliste ne fonctionne pas. On a tenté, on a bien tenté, on a tenté pendant très longtemps, et vraiment ça fonctionne pas. Et donc plutôt que de dire pourquoi ça fonctionne pas, parce que plein de gens le font de manière très intelligente, très précieuse et très précise, on se disait, on va essayer d'imaginer à quoi ressemble un modèle économique dans une société inclusive, et à quoi ressemble finalement l'économie au sens large dans une société inclusive. Et la dernière newsletter qu'on produit, c'est la plus récente, elle s'appelle Impact, c'est un peu ma préférée en vrai. C'est une newsletter qui existe en français et en anglais sur les politiques publiques et l'impact sur la vie des femmes dans le monde. Et ça, c'est une newsletter qui est produite par une équipe de 4 journalistes. Il y en a une qui est basée à Paris, mais qui n'est pas française. Et elle travaille avec des personnes un peu partout dans le monde pour essayer de faire émerger toutes les mobilisations féministes dans le monde aujourd'hui, avec quand même une ambition militante derrière, qui est de dire que si jamais il y a un groupe féministe qui a une mobilisation à un endroit dans le monde, nous, on est là pour s'en faire l'écho et faire en sorte que ce ne soit pas uniquement leur combat à ces 5 personnes dans ce pays à ce moment T, mais le combat de toutes les femmes du monde entier, et faire en sorte qu'elles sachent finalement qu'elles ne sont pas toutes seules et qu'il y a finalement plein de femmes derrière elles. Donc ça, c'est les 4 newsletters qu'on produit. Et je pense que peut-être que tu m'as invité davantage pour notre combat pour l'égalité salariale. Effectivement, ça fait plus sens. Et effectivement, quand vous parliez de vos travaux et de vos travaux de recherche, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on essaye de le présenter de manière non pas simple, mais en tout cas le plus schématisé possible, pour faire en sorte que ça parle à des personnes qui travaillent pas forcément dans le secteur de la recherche ou pas forcément dans le secteur des politiques publiques. Et donc on propose cette stratification que vous connaissez, qui est de séparer le travail suivant sa légitimité dans la société et sa rémunération dans la société. Et donc ça donne 4 types de travaux à peu près. Le travail non légitimé et non rémunéré, le travail non légitimé mais rémunéré. Et je vais vous les détailler assez rapidement, mais en fait ça reprend exactement ce que vous dites, quoi. C'est le travail non rémunéré et non légitimé, ça va être tout ce qui est de l'ordre de la charge mentale que tu développes dans ton travail de recherche. C'est aussi tout le travail que j'appelle le travail de boostage d'ego. C'est toutes les petites phrases qui sont là pour accompagner souvent les hommes de nos entourages et faire en sorte que leur ego aille très bien, au détriment peut-être des égos des autres. Le travail, faut pas que je me gourre, à chaque fois je me gourre sur ces trucs. Le travail non légitimé mais rémunéré, c'est le travail du sexe. C'est un travail qui existe aujourd'hui, qui existe depuis la nuit des temps dans nos sociétés, qui est aujourd'hui pas légitimé dans nos sociétés et qui fait que les travailleuses du sexe et les travailleurs du sexe ne sont pas protégés au sein de notre société, donc n'ont pas le droit au système de santé ni au système de retraite, et puis exercent leur métier dans des conditions dangereuses. Il y a ensuite le travail... Je les ai notés, en vrai, je vais regarder, ça m'évitera de dire des bêtises. Le travail légitimé mais non rémunéré, ça c'est tout le travail de la reproduction dont vous parliez précédemment. Et puis il y a le travail qui est à la fois légitimé et rémunéré. Et c'est un peu sur cette dernière partie que nous on travaille avec le mouvement pour l'égalité salariale qu'on fait maintenant depuis 6 ans, qui en fait représente le moment très théorique
où les femmes devraient théoriquement s'arrêter de travailler du fait des inégalités de salaire. Donc en fait, chaque année, ça change. Cette année, c'était le 3 novembre, 9h10, j'ai envie de dire, ou peut-être 4 novembre, 9h10. Et en fait, ce que je fais pour faire en sorte de mettre en lumière cette date, c'est que je prends une statistique qui est proposée par Eurostat, qui est l'organisme de statistique européen, qui dit que les femmes gagnent en moyenne 15,8% de moins que les hommes. Et en fait, ça, c'est une des 3 statistiques qu'on utilise pour faire en sorte de montrer statistiquement les inégalités de salaire entre les femmes et les hommes. Il existe une autre statistique qui est de l'ordre de 10% à peu près, qui est produite par l'INSEE, qui dit qu'en fait, à travail égal, à expérience égale, une femme gagne environ 10% de moins que les hommes. Donc ça, c'est ce qu'on appelle vraiment une discrimination pure, puisqu'il n'y a vraiment aucun facteur exogène autre que le fait que ce soit une femme qui explique qu'elle soit moins payée pour un même travail que les hommes. La statistique d'Eurostat de 15,8%, ça c'est à équivalent temps plein. Donc on met de côté tout ce qui est le travail partiel. Or, le travail partiel est en très grande majorité tenu par les femmes. 80% du travail partiel est aujourd'hui peut être tenu par les femmes. Et la dernière statistique, qui pour moi est celle qui veut dire le plus de choses, mais bon, enfin ça veut rien dire ça, mais c'est une autre statistique de l'INSEE qui est de dire que les femmes gagnent en moyenne 25% de moins que les hommes. Et donc ça, c'est à équivalent temps plein, mais en incluant cette fois-ci le travail à temps partiel. Et donc pour moi, en tout cas, c'est ce que je trouve le plus explicite, ou en tout cas qui permet d'expliciter le mieux la différence de salaire entre les femmes et les hommes. Mais j'ai choisi la statistique de l'Eurostat pour une raison quand même, non pas dans ce qu'elle contenait, mais pour faire écho en fait aux femmes qui ont milité, qui ont fait en tout cas une des premières manifestations politiques en faveur de l'égalité salariale, qui sont les Islandaises, qui elles aussi utilisent la statistique d'Eurostat, et elles ont fait ce qu'on appelle le long vendredi en 1975, j'ai envie de dire, ou peut-être 1973, je ne sais plus, où en fait, ce qu'elles ont fait, c'est qu'elles se sont coordonnées grâce à 8 organisations féministes du pays. Elles se sont coordonnées pour faire en sorte que ce jour-là, aucune femme n'effectue un quelconque travail. Donc ce qui est intéressant, c'est que ça reprend complètement la définition que tu as mis en œuvre. Ce n'était pas uniquement le travail rémunéré et légitimé dans notre société, c'était vraiment tout type de travail. Donc c'était travail à la maison, travail auprès de leurs parents, auprès de... Peu importe, elles ont décidé vraiment de rien faire pendant un vendredi entier. Et ça a vraiment bloqué le pays. Donc ce jour-là, il n'y a vraiment eu aucun avion qui a décollé. Il n'y a aucun journal qui a été imprimé, parce que les dactylographes étaient des femmes, les typographes étaient des femmes, et elles sont toutes descendues dans la rue. Bon, faut savoir qu'il n'y a pas non plus énormément de personnes en Islande, mais c'était quand même hyper impressionnant. C'était environ 200 000 personnes qui ont toutes descendu dans les rues, dans toutes les villes d'Islande pour réclamer cette égalité salariale. Et ce que j'avais trouvé hyper beau, c'est que quand j'avais lu cette histoire, c'est que j'avais lu en même moment que l'Islande était le pays où les inégalités de salaire étaient les plus faibles au monde. Et je me suis dit, si ces femmes se battent depuis plus de 40 ans à faire en sorte d'atteindre cette égalité, comment ça fait que nous, on ne le fait pas en fait ? Et donc c'est pour ça que j'avais choisi Eurostat, parce qu'elle avait choisi cet organisme de statistiques pour montrer les inégalités de salaire en Islande, et aussi vraiment avec beaucoup d'optimisme, une volonté que ce soit un mouvement européen. Et effectivement aujourd'hui il y a plusieurs organisations féministes dans plusieurs pays en Europe qui ont repris le mouvement et qui ont leur propre hashtag. À chaque fois, effectivement, c'est plutôt début novembre que ça se passe. Et en fait, on fait ce mouvement non pas pour expliquer, parce qu'effectivement, les chercheurs et les chercheuses font un travail déjà très exhaustif sur la question.
Mais plutôt, dans un premier temps, l'idée, c'était de montrer que ça existait, de montrer que ces inégalités de salaire, c'était pas, ça ne devait pas être un sujet tabou, et pour démontrer leur existence à une échelle la plus large possible. D'où le fait de choisir une date, une heure, parce que finalement, c'est quand même très parlant de se dire que depuis le 3 novembre jusqu'au 31 décembre, on travaille pour rien. C'est quand même très, très parlant. Et j'allais dire un truc, mais j'ai complètement zappé. Oui, donc le premier objectif, c'était que ce soit un sujet qui soit une évidence, que les inégalités de salaire existent en France et que juste cette phrase soit une évidence. Et quand on voit le nombre d'insultes qu'on a à l'occasion de cette journée, on se dit que c'est pas forcément gagné. Et notamment, je trouve ça incroyable l'énergie que certaines personnes prennent pour essayer de démontrer quelque chose qui n'existe pas. Et à l'ère dans une société où on peut affirmer avec toute la confiance en soi du monde qu'une vérité est un leurre, c'est d'autant plus dur pour nous de faire notre travail d'activiste, d'autant plus qu'aujourd'hui, on vit quand même avec un héritage qui est que l'ancien président des États-Unis le faisait absolument tous les jours, quoi. Et donc c'est vrai que c'est assez compliqué de continuer notre travail uniquement sur cette question-là, parce qu'on se dit que en fait, les gens juste ont à dire en fait, les inégalités de salaire n'existent pas. Et donc c'est pour ça qu'on continue à le faire tous les ans. Et la deuxième raison, c'est quand même de faire en sorte que ça s'arrête. Et donc c'est pour ça qu'on propose, c'est vraiment le mouvement le plus ennuyeux du monde, parce qu'on fait exactement la même chose depuis 6 ans et on fait exactement les mêmes propositions depuis 6 ans. La première proposition, c'est de faire un congé parental équivalent pour les 2 parents, ce qui permet à la fois d'inclure les parentalités autres que les parentalités hétérosexuelles dans les congés parentaux. Dans un deuxième temps, de faire en sorte de proposer un congé paternité qui soit équivalent au congé maternité post-accouchement, à la fois pour des raisons sociétales, c'est-à-dire qu'on veut vivre dans une société où on propose aux hommes la même possibilité d'être parents que les femmes, ce qui paraît être une évidence, et puis aussi pour des raisons économiques, parce qu'on voit que les inégalités de salaire se creusent considérablement au moment du premier enfant, vers 31-32 ans à peu près. Pour des raisons à la fois de discrimination sexiste et qui soient acceptées comme telles, ou en tout cas explicitées, mais aussi implicites. Vraiment en tête à chaque fois, j'ai le chef ou la chef d'entreprise qui ne va pas proposer une promotion à une personne, une femme qui a 30 ans, en se disant que en fait, elle ne veut pas lui rajouter trop de travail si jamais elle avait voulu à ce moment-là avoir pour la première fois un enfant ou pas. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas que blanc ou noir, c'est pas que des personnes qui se disent on va moins payer les femmes parce que ce sont des femmes. C'est aussi l'héritage d'une société, d'une culture patriarcale avec laquelle on gère aujourd'hui. Et il n'y a pas forcément des mauvaises intentions derrière. Mais malgré le fait qu'il n'y a pas des mauvaises intentions, il faut quand même travailler sur les stéréotypes de genre qui restent dans notre société. Et non, j'ai fait combien de propositions? Une proposition. La deuxième proposition, c'est le fait de proposer une revalorisation des salaires dits féminisés. Les salaires féminisés, c'est ce qu'on appelle valorisation des salaires des métiers dits féminisés. Les métiers féminisés, c'est les métiers où il y a une très grande prévalence des femmes. Par exemple, les femmes représentent 94% du corps des sages-femmes. Elles représentent 74% de mémoire du corps enseignant. Et c'est un peu la 5e catégorie. Après, le travail non rémunéré, non légitimé, là, c'est le travail qui est un peu légitimé et du coup un peu rémunéré. Et on propose cette revalorisation pour faire en sorte que les femmes gagnent davantage et de réduire ce chiffre de 25%. Et voilà, est-ce que j'ai oublié des choses? Je ne sais pas. Est-ce que tu veux que je continue? Comment? Ah, j'ai pas dit la 3e proposition. Oh mon Dieu. J'ai dit quoi? J'ai dit le congé parental équivalent pour les 2 parents, la revalorisation des salaires, et le 3e... Oh mon Dieu.
Franchement, j'ai passé 2 semaines à parler que de ça. Je regarde mon anti-sèche. Ça veut dire que tu ne le répètes pas par cœur, hein. C'est bien, c'est plutôt rassurant. Bah non, mais la fatigue, quoi. Désolée, hein. Et en plus, ça doit être forcément la plus importante, sinon ce serait pas drôle. Pardon, je suis sur un texte que j'écris. Et en même temps que tu cherches, bon, j'espère qu'il y aura des questions quand même pour réactiver des choses. En effet, je me pose une question, mais qu'on continue à regarder, on y répondra après. Je me demandais si le 25% de moins par rapport, parce que ça inclut le temps partiel, c'est parce qu'en effet, sur le temps partiel, il y a des écarts de salaire encore plus importants, c'est ça. Et en sachant que c'est surtout les femmes qui sont concernées par le travail à temps partiel, ça veut dire qu'effectivement, c'est... D'accord. C'était vraiment une question, hein, parce que je ne sais pas comment c'est calculé. Donc, Alors c'est exactement cette raison-là, parce que c'est le travail à temps partiel dans notre société est plutôt appliqué au travail qui est moins légitimé et moins qualifié, qui est vraiment le terme le plus affreux de... Voilà, c'est une espèce d'échelle de qualification telle qu'elle est légitimée dans notre société aujourd'hui. Et effectivement, le travail à temps partiel, c'est plutôt des personnes qui peuvent être échangeables au regard encore une fois, de la société et dans laquelle on vit, quoi. Et donc, ça y est, j'ai ma troisième proposition. C'est le fait en plus, je l'adore, cette proposition, c'est le fait d'appliquer le principe d'égale-conditionnalité. C'est ce qu'on présente à chaque fois comme étant la mesure à 0 €. Alors, les gens adorent des mesures à 0 €, évidemment. C'est le fait de conditionner l'accès aux subventions publiques, le fait de conditionner l'accès aux prêts garantis par l'État, qui était très en vogue pour les entreprises pendant le Covid, et surtout de conditionner l'accès au marché public, qui est le premier marché économique en France en termes de volume. Il y a énormément d'entreprises privées qui reposent aujourd'hui sur les marchés publics. Des grosses entreprises comme Vinci, par exemple. Et en fait, ce qu'on dit, c'est que si jamais on applique ce principe-là, vraiment, on vous assure, en une semaine, c'est réglé ce problème, quoi. Dès lors qu'on dit aux personnes, aux entreprises qu'elles n'ont plus accès à des marchés à plusieurs milliards d'euros, vraiment, cette question de l'égalité salariale, en tout cas, sera résolue très, très rapidement. Voilà. merci beaucoup. Donc déjà, effectivement, depuis le 3 novembre, on travaille gratuitement, c'est ça? Donc on va arrêter de travailler. Voilà, c'est ça. On fait autre chose. On va vous laisser la parole, hein, parce que ça serait bien d'avoir vraiment même des remarques, des réactions par rapport à tout ça. Moi, je vais juste souligner une chose, parce qu'on l'avait dit même lors de la séance sur l'espace public. En effet, c'est très important, et c'est peut-être le changement par rapport à toutes les revendications qui ont été faites dans les années 70 et tout ça, c'est le fait de se baser sur des chiffres exact. Le fait de comptabiliser et de bien rendre visible quelque part les écarts, les différences, c'est ce qu'il y a de plus important. On en avait parlé dans la séance sur l'espace public, parce que c'est en effet à partir du moment où on peut chiffrer ce qui va pas, qu'on peut dire qu'effectivement il y a un problème, et à ce moment-là on a un levier d'intervention. Donc ce n'est pas rien, et c'est vraiment quelque chose de nouveau. Mais peut-être c'est la même chose par rapport à la question écologique. Comme aujourd'hui on arrive à mieux quelque part la comptabiliser, au moins si le fait de donner des équivalents visuels et chiffrés, ça permet d'avoir une échelle de grandeur. Voilà, mais... Oui, non, mais c'est effectivement sur ce sujet-là, il y a Oxfam qui a fait un boulot très intéressant et qui a été publié, il me semble, il y a 1 ou 2 ans, qui disait que le travail non rémunéré des femmes
s'élevait à 10 900 milliards de dollars ou d'euros, je ne sais plus. Mais effectivement, c'était un peu dans cette mouvance-là, le fait de donner des chiffres pour prendre conscience. Voilà, le chiffre énorme qu'on n'arrive même pas à retenir quelque part. Et voilà. Donc, merci beaucoup. J'ai trouvé ça d'une très grande richesse. Peut-être quelques réactions de la part de notre public qui nous fait l'amitié d'être là. Merci. Si, malgré la pluie. Oui, absolument. Merci. Déjà, merci beaucoup. C'était vraiment passionnant. Et alors, j'avais juste une question. C'est un peu bête. Est-ce que vous pourriez répéter la dernière proposition, s'il vous plaît? C'est pas du tout bête, je l'avais oublié moi-même. C'est appliquer le principe dégâts-conditionnalité. Donc, de conditionner l'accès à un certain nombre de privilèges économiques accordés par l'État à des entreprises au fait de respecter l'égalité des salaires au sein de l'entreprise. Et donc, il y a plusieurs leviers possibles pour l'État actuellement, qui sont en fait les leviers les plus gros qu'ils ont. Le premier levier, c'est accès au marché public. Aujourd'hui, le marché public, je n'ai pas le chiffre en tête, mais c'est ce qui est considéré en France comme étant le plus gros marché. Ça veut dire que c'est l'État qui va publier des appels d'offres pour que les entreprises répondent à ces appels d'offres et deviennent clientes de l'État. Et en fait, aujourd'hui, l'État, c'est le premier client en France des entreprises privées. Et donc, en fait, la proposition dégâts-conditionnalité, c'est d'intégrer le fait que dans cet appel d'offres, l'entreprise doit prouver qu'elle respecte l'égalité des salaires au sein de son entreprise. Alors, il y a plein de manières différentes. Une première manière, c'est d'avoir une totale transparence des salaires, donc d'avoir les noms, le sexe de la personne et le salaire. Ça, c'est une première proposition. C'est quelque chose qui se fait très usuellement au Danemark ou en Suède, par exemple. Une deuxième possibilité, c'est de faire appel à un cabinet de conseil extérieur qui fasse une espèce d'audit interne et donc qui prenne par catégorie de travail, qui répertorie les employés, le nombre d'employés, le sexe des employés et le salaire qui est inhérent à ce travail-là. Et donc du coup, qui montre qu'elle respecte cette égalité de salaire. Donc ça, c'est le premier point, ouais, c'est le marché public. Le deuxième point, c'est de conditionner l'accès à d'autres privilèges économiques. Le premier, c'est des subventions publiques. Donc l'État, encore une fois, accorde un certain nombre de subventions aux entreprises privées, comme pour faire de la recherche appliquée au sein d'une entreprise. C'est tous les crédits d'impôt recherche, par exemple, ou alors les contrats CIFRE pour les doctorants. Et en fait, c'est quand même de l'argent gratuit, offert par nous, par en tout cas les pouvoirs publics aux entreprises privées. Et encore une fois, l'idée, c'est de dire que l'entreprise peut continuer à avoir accès à ces privilèges économiques en échange de respecter un certain nombre de... Et en fait, c'est déjà le cas, parce qu'ils demandent déjà aux entreprises de respecter un certain nombre de règles, comme le fait de payer ses impôts en France, de ne pas faire de fraude fiscale, mais en fait, qui sont des éléments qui sont aujourd'hui valorisés dans notre société. Et l'idée, c'est d'intégrer à ces éléments le fait de respecter l'égalité salariale. Et le troisième élément que j'avais dit, c'était les prêts garantis par l'État. Ça, c'est quelque chose qui s'est développé vachement pendant le Covid. Toutes les personnes qui ont une entreprise ont fait un prêt garanti par l'État. C'est vraiment en fait, la banque nous accorde un prêt qui est, je crois, de mémoire de l'ordre de 10% de son chiffre d'affaires. Et en fait, normalement, quand on contracte un prêt auprès de la banque, il faut donner des collatéraux, donc à savoir des éléments de garantie qu'on va rembourser ce prêt-là. Or, pendant le Covid, il y a eu un peu un truc... En fait, toutes les règles étaient bousculées, donc à ce moment-là, l'État a dit, en fait, nous, on va être le collatéral de toutes ces entreprises. Donc, toutes les entreprises peuvent avoir accès à ces subventions. Et si jamais elles ne payent pas, en fait, c'est nous qui allons payer. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Je pense qu'il n'y a pas une entreprise qui a commencé à... Enfin, je ne sais pas, peut-être. Mais voilà. Et en fait, l'idée, c'est si jamais il y a d'autres actions exceptionnelles dans ce sens-là, de fait de dire que aux entreprises qu'elles peuvent avoir accès à ces subventions, à ces prêts garantis par l'État en échange de respecter l'égalité salariale, encore une fois, c'est une autre possibilité pour faire en sorte qu'au sein même de l'entreprise, il y ait des mesures qui soient mises en place pour faire en sorte
d'endiguer ces inégalités de salaire. Merci beaucoup. D'autres questions? Oui. Oui, bonsoir, merci. Merci à tous les trois. J'ai une question plutôt liée à la première intervention. Du coup, vous avez dit que un problème dans l'histoire en fait de la production et des corps des femmes, c'était que en fait les corps des femmes ils sont souvent liés aux ressources naturelles et à la planète en fait. Enfin, les corps de la femme, c'est lié, oui, aux ressources naturelles et animaux. Mais ça, du coup, c'est un problème. Et est-ce qu'on pourrait utiliser ce problème, cette correspondance entre les corps des femmes avec le monde animal et de la nature pour contraster la logique de la productivité? Ça veut dire, on a parlé, oui, dans la première intervention, il y avait cette logique que le travail il est souvent lié à la productivité. Et du coup, on pourrait peut-être utiliser les liens entre les corps des femmes et les animaux pour dépasser cette lien. Et c'est peut-être une chose positive, à mon avis. En fait, par exemple, Donna Haraway, elle a travaillé beaucoup sur ça, à ces sujets, sur comment, oui, chercher des nouvelles façons pour vivre le travail au-delà de la logique productiviste. Oui, oui, tout à fait. L'idée, c'est en fait deux remarques. Effectivement, ce que je tenais à souligner, c'était qu'il y avait une logique inhérente au système capitaliste qui était celle de reconnaître à certains endroits des ressources et d'autres endroits des lieux de non-ressources en quelque sorte. Et qu'il faudrait d'attiser en fait, notre attention sur qui est une ressource et de voir effectivement s'il y avait dans l'approche du système capitaliste qui est tourné, comme on dit les collègues autour de la table, en fait, qui est tourné entièrement vers une logique extractiviste, qu'il s'agisse d'extraire des minerais dans la terre ou du travail ou de la sueur en fait, des corps. La logique capitaliste est extractiviste et produit énormément de déchets. Il y a un petit passage d'un numéro de envoyé spécial complément d'enquête sur une entreprise de recyclage, en fait, où à un moment où on voit des femmes travailler sur cette ruban, qui est un ruban où passent des déchets non triés par les machines et où les ouvrières doivent en fait trier ce qu'ils trouvent sur le tapis. Et en fait, ce ruban, il va au rythme de la rentabilité de l'entreprise. Et donc, en fait, le travail est pénible. Il n'est même pas pensé à hauteur des gens. C'est-à-dire que, effectivement, ça provoque des maladies professionnelles hyper graves parce que, en fait, au bout de 15 jours, les gens sont en arrêt maladie. Mais comme c'est des gens intérimaires, en fait, on ne renouvelle pas leur contrat. Et à un moment, la journaliste dit quelque chose que moi je trouvais. Peut-être on peut dire juste l'analyse, mais choquant dans les termes, mais il dit finalement, le recyclage produit des déchets humains. Donc moi, ça m'a fait sursauter au moment où je l'ai entendu. J'entends ce qu'on veut dire, et en même temps, voilà la composante. Et ceci pour vous dire, voilà, ça c'est inhérent au système. Et effectivement, ce que vous proposez, c'est de dire, mais pourquoi ne serait pas une ressource? Ça l'est. La connexion, pour vous dites, mais pourquoi cette connexion-là, cette projection que fait le système capitaliste de mettre les gens, de relier en fait les gens donc particulièrement les femmes à la nature comme un objet d'exploitation ne pourrait pas être retourné. Si. Mais ce qui peut être retourné, c'est justement, comme vous dites, le fait de revendiquer une proximité avec un environnement et pas le fait d'être une ressource. C'est voilà, et exactement ce que dit Donna Haraway et ce que suggère aussi un certain type de féminisme, c'est de dire mais ok d'accord,
on admet bien qu'on est là où vous nous mettez, c'est-à-dire que vous nous avez relégués à l'espace, effectivement, de la naturalité, hein, je dirais avec toute la production, y compris scientifique, aberrante aujourd'hui à nos yeux, qui reléguait effectivement la femme à ce continent inconnu, qui était une espèce de jungle à explorer, parce qu'elle était vraiment aussi inaccessible que, en fait, les espaces qui étaient nouvellement découverts. Enfin, il y a tout un imaginaire, donc tu parlais d'imaginaire, effectivement, qui a relégué les femmes à cet endroit, mais attention, ce qu'il s'agit de valoriser, c'est évidemment, comme vous dites, cette connexion-là, c'est de la retourner, de dire, ok, je suis là où tu dis, mais alors cela me donne des avantages. Mais c'est exactement le même type de retournement, en fait, que on peut avoir quand on est dans les savoirs minoritaires, dans l'épistémologie des savoirs situés, évidemment, ce que vous dites à Roé, donc à Sandra Harding, qui disent, oui, évidemment, on est situé, mais vous l'êtes aussi, mais ce que nous voyons, en fait, nous donne un privilège épistémique, c'est-à-dire que s'il y a un endroit spécifique à partir duquel on peut partir de l'oppression, c'est celui de l'opprimé. Alors j'ai plus de choses à dire en tant qu'opprimé que toi en tant qu'oppresseur. Et c'était vraiment une position d'empuissancement. Et qui remet, en quelque sorte, qui permet de rattraper une place perdue, et qui dit, s'il y a quelqu'un à écouter par rapport à l'exploitation des femmes, bon, c'est pas moi, évidemment, dans ce cas-là, mais voilà, ce sont celles et ceux qui occupent cette place-là, en fait. Et là, oui, je suis d'accord. À cette condition-là, de ne pas confondre, par contre, moi, je trouve difficile, après, peut-être que je manque d'imagination, et je vous lance le défi, pour moi, je trouve difficile de valoriser la place de la ressource, hein, c'est-à-dire de celui dont, enfin, en quelque sorte, donc on serait essoré par le travail, et de dire, oui, j'ai quand même un avantage d'être essoré par le travail. J'ai du mal à le voir, mais encore une fois, c'est peut-être aussi parce qu'on manque d'imaginaire. Hein. Enfin, je ne dis pas que ce n'est pas possible. Moi, par exemple, je suis bénévole dans une association qui s'appelle Association Clinamen. C'est dans les parcs de la Courneuve et c'est une association agricole et on est presque tous femmes à être bénévoles. Enfin, il y a quelques hommes, mais on est presque tous femmes à être bénévoles. Et on se promène avec les... C'est une association qui travaille beaucoup avec les liens entre... Il y a un troupeau de moutons et on se promène avec les moutons dans les parcs de la Courneuve et à la Courneuve et à Aubervilliers, à Saint-Saint-Denis, etc. Et c'est pour ça que ça me touche. Quand je suis à Clinamen, quand je travaille avec l'association Clinamen, il me semble qu'on est en train peut-être de construire des nouvelles façons de travailler en fait. Je ne sais pas comment expliquer, mais on n'est pas rémunéré. Et tout le monde nous regarde un peu comme si on est un peu fou, non, de travailler avec les moutons, de se promener avec les moutons et de faire, de travailler avec la terre. On a un potager, on cuisine beaucoup. Et je sens qu'il y a une puissance en fait derrière ça. Je sens qu'il y a une puissance qui n'est pas tout à fait compréhensible par les autres. Parce que quand on se promène avec les moutons, tout le monde nous regarde comme s'ils ne comprennent pas. Mais je sens qu'il y a une puissance dans les liens entre nous, les animaux et la terre, surtout dans l'espace de la ville en fait. Et c'est pour ça que je suis venue ce soir, parce que ça m'intéressait beaucoup le titre, une économie alliée de l'écoféminisme. La ville au prisme du genre, c'était vraiment ça, c'était les sujets que j'ai senti vivre quand je me promène avec les moutons dans la ville. C'est ça. Après, je vous envie, personnellement. Oui, vous parlez d'une expérience, comme vous dites, très empowérisante, je parle d'empuissancement, de se balader dans la ville avec des moutons. Oui, je peux bien imaginer. C'est-à-dire le pouvoir qu'on peut avoir pour introduire une vision totalement inattendue du rapport à l'espace et à la ville. Oui, je pense que je peux bien l'imaginer. Je vous l'envie un peu, en fait. Pour prolonger un peu, ça me faisait venir là en penser qu'il y a des choses, même des limites qui se nichent même dans notre vocabulaire. Peut-être que vous auriez besoin en fait d'un autre mot
pour désigner ce qui s'est passé là avec les moutons dans la Courneuve, vous en tant que femme. Est-ce que c'est un nouveau travail ou alors est-ce qu'on a besoin même de repenser le mot travail dans l'imaginaire là qui est hyper populaire, en fait, on associe travail à tripalium, à la souffrance, et donc en gros il faudrait souffrir au travail et c'est normal de souffrir au travail et il faut en passer par là. Il y a aussi un lien qui a été fait tout le temps dans l'histoire avec, on nomme la dernière partie de l'accouchement des femmes, on nomme ça le travail, le moment du travail. Et donc, sous-entendu, c'est normal de souffrir, c'est le moment de la souffrance, prends ton mal en patience, tu vas souffrir, mais c'est normal. Et en fait, il y a d'autres propositions maintenant, je pense au travail de Franck Lebas, par exemple, aux recherches de Franck Lebas, qui essayent de remettre, en fait, et de redire qu'il n'y a pas un consensus scientifique sur l'origine et l'étymologie du mot travail, et qu'en fait, ça pourrait bien venir d'ailleurs. Lui, sa proposition, c'est par exemple de couper un peu entre tra et vaille. Tra comme trans, quelque chose qui passerait à travers un mouvement. Et l'autre partie qui serait en gros une transformation, donc une dynamique de transformation. Et du coup, ça laisserait penser qu'il y a plein de situations qu'on vit. En fait, le mot travail lui-même, peut-être qu'il est tel qu'il est pratiqué couramment, tel qu'il est hyper diffusé, dans la culture. Peut-être que, en fait, c'est pas le bon. Peut-être qu'il nous en faudrait un autre. Peut-être qu'il faudrait qu'on l'invente. Et que du coup, il faudrait qu'on se défasse de ce vocabulaire-là pour arriver à autre chose qui désigne mieux en fait des pratiques qu'on vit et aussi des pratiques qu'on voudrait voir naître. Donc c'est encore une piste à ouvrir. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si. Quand on parle du travail des femmes et de résorber les inégalités, il y a la notion des quotas en entreprise qui peut intervenir et qui est pas mal décriée parfois pour de multiples raisons. J'aimerais savoir quels sont vos arguments en faveur ou en défaveur de la politique des quotas en entreprise. Alors effectivement, c'est une question qui irrite beaucoup à chaque fois qu'on en parle. Moi, je pense que vraiment, toute action est bonne à prendre, toute politique en faveur de l'égalité est bonne à prendre. Donc, je suis complètement pour les quotas. Enfin, j'ai vraiment rien contre. Alors, il y a des arguments contre. Vous voulez les arguments pour et les arguments contre? Enfin, les arguments qui sont convaincants pour vous, en tout cas. Alors, ok, donc, les arguments pour... déjà le premier qui effectivement qui est de dire que n'importe quelle politique publique qui œuvre en faveur de l'égalité, elle doit être testée. Et je pense que c'est indispensable. Le deuxième élément, c'est quelque chose qu'une activiste, alors je crois que c'est une activiste américaine qui l'a dit, qui s'appelle Gloria Steinem, mais en fait parfois c'est attribué à elle et parfois c'est attribué à d'autres personnes, qui dit que quand les femmes ne sont pas autour de la table, c'est qu'elles sont au menu. Et je trouve que c'est très joli comme formulation, parce que ça veut dire ce que ça veut dire. Et effectivement, quand on l'a bien vu pendant le Covid, j'en parle beaucoup ce soir, mais pendant le confinement, il y avait toutes ces photos hallucinantes il y avait Macron, il y avait Philippe, il y avait tous les représentants de la CGT, enfin des gros syndicats qui étaient tous des hommes. Et puis quelques députés d'un truc qui s'appelait appelé, je crois, la Task Force Covid, un truc comme ça. Bref, il y avait vraiment que des hommes blancs autour de la table. Et en fait, effectivement, dans les mesures qui sont prises, il n'y a eu aucune prise en considération du travail des femmes non légitimes, non rémunérées, mais aussi rémunérées, dans les propositions qui ont été faites. Il y a eu une très faible revalorisation des salaires des infirmières, enfin du corps travailler dans la santé. Il y a eu un accompagnement beaucoup trop faible pour les personnes qui étaient en télétravail, qui devaient s'occuper de leurs enfants. Enfin, c'est vraiment n'importe quoi. Et donc, l'argument en faveur des quotas, c'est de dire que si jamais il y avait eu une femme autour de la table, peut-être que la question aurait été posée. Et s'il y a eu 50% de femmes autour de la table, il y aurait eu suffisamment de mesures qui ont été passées pour faire en sorte que le Covid n'aggrave pas les inégalités entre les femmes et les hommes.
en France. Et malheureusement, c'est ce qui s'est passé depuis. Mais on le savait en plus. Enfin, on n'est vraiment pas surprise, quoi. Et d'autres arguments en faveur des quotas. Il y a aussi, il faut souligner le fait que c'est une politique qui, par définition, a ses limites, parce que toute femme n'est pas forcément bien. Enfin, on n'est pas dans une logique essentialiste qui est de dire que les femmes sont forcément meilleures à la tête des entreprises si jamais elles sont là pour renforcer le système existant qui, de manière systémique, creuse les inégalités. C'est pas ce qu'on veut non plus finalement. Et la politique des quotas telle qu'elle a été imaginée et importée des États-Unis, malheureusement, a aussi ces effets-là. Et la première politique publique d'envergure en faveur des quotas, c'était Clinton qui l'avait mise en place en faveur des personnes racisées aux États-Unis. Les politiques publiques, je veux dire de quotas positifs, parce que sinon, jusqu'à présent, on parlait de quotas plutôt négatifs. Il y avait un certain pourcentage de juifs à pas dépasser dans les universités aux États-Unis jusqu'à assez récemment. Pareil pour les Noirs, pareil pour les personnes d'origine asiatique. Voilà. En tout cas, positive. Après, il y a eu un espèce de retour de bâton dans la société raciste américaine, qui était de dire que les personnes disaient t'es là à cause des quotas. Et ça a été très dur pour les personnes qui avaient toute leur légitimité, toute leur place à un poste à un moment donné, que de se faire renvoyer ça, effectivement, alors que c'est pas une question de légitimité. Mais voilà, Si je peux me permettre, alors ça va pas du tout contre, mais je suis aussi en faveur des quotas, et de toute manière, dans les chiffres, en fait, on voit que notamment les entreprises qui ont revalorisé les salaires, etc., qui ont fait un effort sur l'inégalité salariale, c'est celles qui ont appliqué des quotas. Les autres, en gros, ont rien fait, ou si peu que ça c'est même pas comptablement visible. Mais simplement une petite nuance, en fait, le quota, du coup, il joue sur la parité, donc la quantité en nombre de femmes et d'hommes. Mais en fait, on voit de plus en plus que parité n'est pas synonyme d'égalité, n'est plus synonyme d'égalité. C'est-à-dire qu'il y a quand même de plus en plus de femmes qui apparaissent, mais qui mènent des politiques contre les femmes. Donc elles mènent des politiques, là en pensée, j'ai des nouvelles responsables politiques, Giorgia Meloni au hasard pour pas la citer, mais il y en a plein d'autres. C'est une femme, elle est responsable politique. Donc si on lit ça en matière de quotas, c'est gagné. En fait, il y a une femme à une grande responsabilité en Italie. Sauf qu'en fait, quand on affine et qu'on regarde, qu'on zoome un peu, parité ou quota ne dit pas du tout politique menée en faveur des femmes, en faveur de l'égalité. Et donc je pense que maintenant, effectivement, historiquement, cet outil, le quota, a été super intéressant. Et maintenant, j'ai l'impression qu'il est un peu à nuancer ou à manier avec beaucoup de précautions, justement parce que ça pourrait un peu se retourner contre nous, de nous dire, vous voyez bien qu'il y a des femmes, en fait, il y en a autant que des hommes. Oui, mais en fait, si elles mènent pas des politiques, ou si elles sont contre, ou si elles miment des comportements masculins, etc., au final, on n'avance pas. Donc voilà, cette petite nuance, je pense, à retenir. Juste peut-être pour... en effet, c'est même l'instrumentalisation du quota, parce que c'est ça, parce qu'effectivement, en Italie, elle a largement joué sur le fait qu'elle était une femme plutôt jeune pour parvenir à ces fins. Peut-être pour remettre dans un cadre plus général, en effet, la question des quotas, même si je l'ai dit avec des termes qui ne parlent pas trop, c'est vraiment la question que je me pose entre la possible cohabitation entre des actions qui, d'une manière indubitable, œuvrent en faveur de l'égalité, là pour le coup, des genres, voilà, et puis toutes les autres questions, voilà, personnes racisées, enfin une certaine forme d'intersectionnalité, et le gender mainstreaming, qui sont effectivement toutes les politiques comme les quotas qui imposent par le biais vraiment d'institutions d'intégrer les femmes et d'arriver à la parité. C'est ça qui est... voilà, et c'est une vraie question, parce qu'effectivement aujourd'hui, comment faire dialoguer ces deux démarches? Est-ce possible?
En effet, il faudrait d'un pragmatisme extraordinaire à chaque fois, c'est-à-dire ne pas se donner de règles et réagir en fonction des situations, ce qui est compliqué aussi. Mais effectivement, la question des quotas est une bonne question, extrêmement problématique. Il me semble que ça pose aussi la question des recrutements de ces femmes. C'est-à-dire que dès lors qu'il y a une action de recrutement par des intérêts, on peut dire, voilà, et des affiliations politiques, la question reste ouverte. C'est-à-dire que quand on fait avancer quelqu'un, j'en sais rien, comme Christine Lagarde, finalement, qui ne porte pas certains types de questions et ne le porte pas exprès, parce que sinon, il ne serait pas là où elle est. Donc, en fait, c'est-à-dire que la condition pour pouvoir avancer, c'est que, justement, on se refuse d'aller là où on pourrait aller. Et donc, c'est là, c'est que je trouve que la limite des politiques, c'est que c'est le biais des recrutements. Et comment on recrute des gens qui peuvent devenir des responsables. Après, on peut toujours se réjouir, mais j'ai envie que se faire matraquer par une femme ou par un homme, c'est toujours se faire matraquer. Donc, je parle d'intérêt. En revanche, si effectivement c'est ça pour apporter des changements, pourquoi pas, en fait. Mais, encore une fois, je reste tout à fait favorable. C'est juste que je regarde la chose, je regarde par quel biais cette politique des quotas, effectivement, elle est facilement, en fait, amortissable de l'autre côté. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres réactions? Non, bon, la fatigue nous gagne, alors on va peut-être clôturer. Alors, comme nous sommes à la Cité de l'Architecture, pour clôturer tout particulièrement cette séance, je rappelle que dans les écoles d'architecture, car l'architecture est un métier qui a été largement occupé par les hommes, parce que ça implique des choses effectivement où seuls les hommes peuvent réellement maîtriser. Il y a 60% des femmes qui font des études d'architecture, et quand on regarde à l'ordre des architectes le nombre d'inscrits, donc de personnes qui réellement ont une agence et font le travail, les femmes représentent 27% des inscrits. Donc c'est, voilà, pour terminer, même si on n'a pas abordé particulièrement le travail de la femme architecte, ce n'était pas l'objet ce soir, mais peut-être on fera une séance autour de ça, parce que c'est aussi à questionner cet énorme décalage. Donc je remercie vraiment tout le monde, effectivement la Cité de l'Architecture pour l'aide qui nous est offerte avec Anne Lagune et Florian qui est à la technique, Fiona Meadows qui a été vraiment notre cheville ouvrière au sein de la Cité, la présidente qui nous a accueillis, voilà. Donc on clôture ce soir la première année du cycle. Et on recommence et je vous invite à nous retrouver, Fiona et moi, le 19 janvier avec une séance qui sera sur les crèches comme lieu où on forme effectivement les tout petits à la question. Et l'année prochaine, on va changer non plus du genre, mais des genres, pour élargir. Et merci beaucoup à tout le monde. Et merci aux intervenants, évidemment. Merci beaucoup.